Euh, Bonjour tout le monde. On a eu un problème technique, donc le technicien a mis beaucoup de temps pour résoudre le problème. Donc, on va enchaîner avec le cours de thérapeutique en ophtalmologie. Est-ce qu'on peut commencer? On a perdu quand même plus de 40 minutes à peu près. Si tout le monde est là, on va commencer, d'accord? Je vois qu'il n'y a que 18 participants. Est-ce que vous m'entendez? Donc, alors, on va commencer. On va commencer le cours des thérapeutiques en ophtalmologie. Concernant le plan du cours, on a l'introduction, on va parler des traitements topiques, les collyres, les pommades et les différents types de collyres. On a à peu près 10 familles. On a les antiseptiques, les antibiotiques, les antiviraux, les anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, les antiglaucomateux, les mydriatiques, les larmes artificielles, les produits de diagnostic et les collyres renforcés. Donc, vous voyez quand même une large gamme de familles utilisées par voie topique en ophtalmologie. Quels sont les effets secondaires des traitements utilisés par voie topique, c'est-à-dire par voie oculaire, par voie locale? Ensuite, on va voir les médicaments oraux ou intraveineux, les voies spéciales, c'est-à-dire les voies utilisées uniquement en ophtalmologie, les effets ophtalmologiques des traitements utilisés par voie générale et enfin une conclusion. En introduction, les médicaments sont des substances présentant des activités curatives et ou préventives à l'égard des maladies. Ça, c'est de façon générale. Il faut savoir qu'en ophtalmologie, 90% des prescriptions se font sous forme topique. Seulement 10% se font par voie orale ou intraveineuse. Il existe d'autres voies, donc à part la voie topique et la voie générale, on a des voies spécifiques à l'ophtalmologie, telles que par exemple la voie sous-conjonctivale, la voie sous-ténonienne, la voie intravitréale. On va les détailler par la suite. On commence par les traitements topiques. D'ailleurs, la présentation des traitements topiques, on a les collyres et les pommades. Les collyres, il faut savoir qu'un collyre est formé par un principe actif, l'excipient dans lequel il est contenu et un conservateur. Généralement, la durée de prescription d'un collyre est de 15 jours. Ça peut aller jusqu'à un mois si manipulé correctement, sans entrer en contact avec l'œil et conservé à l'abri de la lumière. Actuellement, on a les formes unidoses et les formes LP à libération prolongée. Je m'explique. Généralement, si je prescris un collyre, ça dépend l'indication, ça dépend la famille utilisée. Généralement, pour les antibiotiques et les corticoïdes, ce sont des collyres conservés où c'est mentionné sur la boîte que le collyre ne peut être utilisé pour une durée de plus de 15 jours. Ça, c'est pour les inflammations et les infections. Une autre indication, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une pathologie dont le traitement se fait de façon continue ou chronique, par exemple les glaucomes, généralement les collyres utilisés pour le traitement des glaucomes sont utilisés ou bien conservés pour une durée de traitement de 30 jours, voire plus pour les traitements utilisés pour l'allergie, exemple les conjonctivites allergiques ou les kératites allergiques. On utilise des traitements dont la conservation dépasse les 30 jours de traitement. D'accord? De même pour les mouillants, les larmes artificielles également. Généralement, la conservation, c'est pour un mois de traitement. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous expliquer. Et généralement, tout est mentionné sur la boîte. Hein, à ne pas utiliser après 15 jours d'ouverture ou à utiliser 2 mois après l'ouverture, etc. On a même des collyres qui peuvent être utilisés jusqu'à 3, voire même 6 mois. C'est généralement les traitements à base de mouillants et de larmes artificielles. Maintenant, les pommades ophtalmiques. Les pommades ophtalmiques ont des excipients à base d'huile de corps gras, glycérol et paraffine.
à lequel le principe actif est mélangé. Cette forme galénique a pour avantage d'augmenter le temps de contact cornéen. Elle est particulièrement indiquée et intéressante chez les enfants ou en application nocturne. Par exemple, les enfants qui ne vous laissent pas mettre le collier plusieurs fois par jour, notamment les nourrissons en bas âge ou bien les nouveau-nés qui souffrent de conjonctivite néonatale, par exemple, en dans la pommade, ça permet d'augmenter le temps de contact cornéen, d'éviter de manipuler à chaque fois le collier. Aussi, en application nocturne, si je traite une pathologie par un antibiotique ou par un corticoïde, la nuit, lorsque le patient va dormir, on lui demande de mettre soit la pommade antibiotique ou la pommade corticoïde et avant de dormir pour augmenter le temps de contact cornéen et éviter de se réveiller la nuit pour mettre le collier. Aussi, j'allais dire, ah oui, manipuler correctement. Un truc important, comment mettre le collier? Pour mettre le collier, il faut bien sûr appliquer les règles d'asepsie, donc se laver très bien les mains, sécher les mains, prendre le flacon, ouvrir de façon, l'ouvrir et toujours, il faut toujours maintenir et manipuler le flacon de façon, c'est-à-dire propre. Ne pas le souiller, ne pas entrer en contact avec l'embout. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenir le collier, puis écarter la paupière inférieure, mettre le collier à distance de l'œil. Donc, ne pas entrer en contact avec l'œil, ni avec la conjonctive qui peut être déjà contaminée et donc contaminer le collier. Donc, à distance de l'œil, hop, on appuie, juste, généralement, il a un système anti-fuite. La plupart des colliers disposent le récipient dispose d'une pompe ou d'un système anti-fuite. D'accord? Et donc, on va mettre une goutte au niveau du cul de sa conjonctivale inférieure. Je dis bien dans le cul de sa conjonctivale inférieure, non pas sur la cornée et ne pas entrer en contact avec la surface oculaire. Maintenant, quels sont les différents types de colliers utilisés en ophtalmologie? On a beaucoup de choix. Première famille, ce sont les antiseptiques. Les antiseptiques sont des substances bactériostatiques qui bloquent la multiplication ou bien la réplication des germes, voire même bactéricides. Depuis l'avènement des antibiotiques, l'utilisation thérapeutique de ces produits est limitée à quelques infections de surface. On a deux molécules disponibles sur le marché algérien. Le Vitabact, on a le flacon, la forme unidose n'est pas disponible, et la désomédine. Ce sont les deux antiseptiques disponibles sur le marché. Je vous donne quelques explications ou quelques exemples de l'utilisation des antiseptiques en ophtalmologie. Généralement, par exemple, un patient que j'ai opéré pour la cataracte il y a de cela, par exemple, 2 mois, je le convoque pour l'ablation de fil. Lorsque je fais ou bien je réalise l'ablation de fil, par mesure de précaution, je peux le mettre sous antiseptique, tout en respectant toutes les mesures. Hein. Je manipule proprement, les colliers sont stériles, j'utilise des pinces stériles, propres pour l'ablation et donc pour plus de sécurité, je prescris un antiseptique à mon patient. Une autre indication éventuellement, par exemple, un examen au verre à 3 miroirs. Le verre à 3 miroirs est un verre qui permet d'examiner toute la périphérie de la rétine, mais qui nécessite un contact avec la cornée. Donc, je vais le placer au contact de la cornée du patient et examiner la rétine. Après l'examen au verre, il est d'usage de prescrire à mon patient un antiseptique pour éviter les petites infections de surface, etc. Donc ça, c'est des parenthèses ou bien des explications concernant les indications des antiseptiques. Deuxième famille, les antibiotiques. Les antibiotiques, on a une large gamme, un large choix. Il faut juste savoir connaître, c'est-à-dire les indications, quand est-ce que j'indique tel ou tel antibiotique à mon patient. Le choix de l'antibiotique ou éventuellement de l'association de l'antibiotique dépend du germe, des facteurs pharmacodynamiques de la molécule, c'est-à-dire le spectre, etc. Le terrain, c'est très très important. Par exemple, un diabétique, un monophtalme, une chirurgie de deuxième intention représente des chirurgies à risque. Et donc, l'indication, on doit choisir un médicament ou bien un antibiotique plus efficace et à plus large spectre. La localisation et la sévérité de l'infection. On ne traite pas de la même façon une infection des tuniques superficielles, éventuellement une conjonctivite par exemple, et une endophtalmie.
Je m'explique. D'abord, le terrain. Le diabète est un facteur de risque. Donc, c'est un terrain d'immunodépression. Mon ophtalme, patient présente un œil unique, je dois être plus vigilante dans ma prescription et donc taper plus fort et donner un antibiotique à large spectre. C'est quoi la chirurgie de deuxième intention? C'est un patient opéré à 2 reprises. Par exemple, aujourd'hui, il est opéré pour un glaucome. Demain, dans quelques mois, il fait une cataracte, je le réopère pour une cataracte. Donc, il est plus à risque. Ou un patient que j'ai opéré sans implantation la première fois et je le reprends assez rapidement après 1 mois de traitement. Ça, c'est une chirurgie de deuxième intention et donc je dois taper plus fort dans ma prescription. Bien évidemment, dans les conjonctivites, je peux me contenter d'un antibiotique simple qui est efficace pour le traitement des conjonctivites. Par contre, dans les endophthalmies, non seulement la voie topique n'est pas suffisante, on doit y associer des injections intravitréennes d'antibiotiques, par exemple, mais également, je dois taper plus fort dans ma prescription d'antibiotiques topiques. Je vous donne quelques exemples. La rifamycine chibrée. Ça, c'est un antibiotique excellent qui est bien toléré, qui peut être utilisé chez le nouveau-né dès J0, qui n'a pas de contre-indication même chez la femme enceinte. D'accord? Donc, il est largement utilisé. Disponible en collyre et en pommade pour l'utilisation nocturne éventuellement. Généralement, la prescription de la rifamycine chibrée, elle est efficace dans les conjonctivites et même dans quelques kératites, elle est à large spectre. La chibroxine est une fluoroquinolone. L'utilisation généralement doit être limitée aux patients opérés, aux endophthalmies, aux abcès cornéens. Donc, ce sont les infections plus sévères et plus profondes. Le Tobrec, c'est un aminoside, également utilisé pour les conjonctivites par exemple. Le siloxane, c'est une fluoroquinolone de 4e génération. Je donne quelques exemples et quelques indications, d'accord? Donc, utilisé dans les infections les plus sévères, notamment les abcès cornéens. Quelles sont les indications de ces collyres antibiotiques? Les conjonctivites bactériennes. Comment reconnaître les conjonctivites bactériennes? Généralement, c'est une inflammation conjonctivale bilatérale avec des sécrétions verdâtres ou jaunâtres. Là, généralement, je prescris un antibiotique. Bien qu'il faut savoir sur le plan pratique, même pour des conjonctivites virales, on est souvent amené à prescrire des antibiotiques par voie locale. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de surinfection bactérienne. Donc, on préconise des lavages, on donne des antiseptiques et généralement, on associe souvent des antibiotiques pour éviter cette surinfection bactérienne. Deuxièmement, les kératites bactériennes, ce sont toutes atteintes cornéennes d'origine bactérienne, notamment les abcès bactériens. Les infections des voies lacrymales, oui, les dacryoadénites par exemple, ou les dacryocystites, on donne des antibiotiques par voie locale. Et les endophthalmies. L'endophthalmie, c'est une infection, normalement, vous l'avez déjà vu dans le cours de l'œil rouge. C'est une infection profonde qui intéresse généralement toutes les tuniques de l'œil. Elle peut être exogène suite à un geste chirurgical ou une plaie ou un traumatisme, par exemple, ou endogène rarement. La prévention. Il faut que, plutôt, à titre préventif, on prescrit généralement un antibiotique, surtout suite à une chirurgie ophtalmologique. Donc, la cataracte et la trabéculectomie. Toute chirurgie à globe ouvert nécessite la prescription systématique d'un antibiotique par voie locale. Bon, concernant les contre-indications des antibiotiques par voie locale, elles sont rares. Il faut savoir que le chloramphénicol est à éviter chez l'enfant et en cas d'insuffisance médulaire. Les précautions. Il faut prendre ces précautions comme toute prescription d'antibiotiques par voie générale, surtout chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Bon, d'une façon générale, je m'adresse par exemple à des généralistes. Chez une femme enceinte, il faut éviter de prescrire des antibiotiques. Et si on est vraiment amené à donner et à prescrire un antibiotique, qu'on est dans un village, qu'il n'y a pas un accès à un soin ophtalmologique ou un avis d'ophtalmologiste, je peux prescrire éventuellement la rifamycine chibrée. Il faut savoir que la vigilance doit être rigoureuse, surtout au premier trimestre, d'accord, au cours de l'embryogénèse. Donc, surtout le premier trimestre, on doit être vigilant quant à la prescription des antibiotiques ou à la prescription de n'importe quel collyre. Quelques exemples, c'est les exemples que je viens de citer, pas la peine de se répéter. Il faut savoir que l'hygiène des mains est la mesure la plus efficace pour prévenir la contamination. Et en matière de chirurgie,
Il faut savoir que les mesures d'asepsie et d'antisepsie sont les seuls garants pour prévenir l'endophtalmie. Bon, pour l'asepsie, une petite parenthèse d'asepsie et l'antisepsie. L'asepsie, ce sont les mesures qui s'appliquent, ce sont les mesures hygiéniques qui s'appliquent aux chirurgiens et au matériel et au champ opératoire. Par exemple, je me lave de façon septique, je m'habille, je mets la camisole, je mets les gants de façon septique, tout le champ est stérile, le matériel est stérile et je mets un champ stérile. Ça, c'est l'asepsie. L'antisepsie, c'est l'application d'une substance à but bactériostatique, fongicide, virucide, si vous voulez. Donc, pour désinfecter tout le champ opératoire, exemple, la bétadine. Ça, c'est l'antisepsie. Et l'asepsie et l'antisepsie restent les seuls garants pour prévenir le risque d'endophtalmie. Est-ce que le son est toujours bas? Normalement, vous m'entendez. Si atteinte unilatérale, est-ce qu'on utilise des collyres dans les deux yeux? Ça dépend. Si atteinte unilatérale vraiment stricte, hein, on utilise uniquement dans l'œil atteint. Et si l'atteinte est bilatérale, on doit manipuler proprement, ne pas entrer en contact avec le premier œil. D'accord? Très bien. Concernant le pharmacien, malheureusement, normalement, le pharmacien ne peut vendre les collyres, surtout les collyres, que sur prescription. Mais malheureusement, les corticoïdes, éventuellement avec leur effet néfaste, sont en vente libre dans les officines et donc c'est grave. On assiste à des glaucomes et à des cataractes cortisoniques dues à l'automédication. Quel antibiotique peut-on prescrire chez la femme enceinte? J'ai dit la rifamycine chibrée, mais uniquement lorsqu'il y a une indication formelle. Très bien. Donc, on peut continuer. Donc, j'ai ouvert la parenthèse concernant l'asepsie et l'antisepsie. Les antiviraux, bon, de première génération, on a généralement les antiviraux de première génération sont toxiques, ne sont pas spécifiques et ne sont plus utilisés actuellement. Un exemple, c'est le Virofta. Deuxième génération, ils sont plus spécifiques, tels que le ganciclovir, c'est le Virgan. Le Virgan, l'image que je vous ai montrée là, c'est le seul gel à activité antivirale disponible en Algérie. Il est efficace de deuxième génération. Il faut savoir que tous les antiviraux par voie locale ont une toxicité oculaire et cornéenne non négligeable. Donc, l'utilisation et la prescription doivent se faire sous surveillance stricte, toujours, et elle doit être justifiée. Généralement, on les indiqué uniquement pour le traitement de l'herpès cornéen. Si vous avez déjà vu, normalement, vous l'avez déjà vu dans le cours de l'œil rouge, les kératites herpétiques. Donc, l'herpès cornéen est une indication à l'utilisation des antiviraux par voie locale. Et normalement, c'est la seule indication justifiée vu leur toxicité. Je m'explique. On ne va pas s'amuser à utiliser des antiviraux pour le traitement du conjonctivite virale. C'est une infection de surface, il n'y a pas de risque pour la cornée. En donne des antiseptiques. Il y a des indications éventuellement pour les corticoïdes pour gérer les inflammations, mais généralement, on va privilégier ou bien on va utiliser l'antiviral uniquement en cas d'atteinte cornéenne et donc en cas d'herpès cornéen, vu la toxicité et la nécessité d'un suivi. Maintenant, la quatrième famille, on passe aux anti-inflammatoires. On a les stéroïdiens qui sont les corticoïdes et les non-stéroïdiens, les ANS. Les corticoïdes. Là, c'est une parenthèse et plutôt une. Vous pouvez dire que l'objectif de connaître les collyres est pardon. Donc, le principal objectif de détailler le cours et de détailler le chapitre des corticoïdes, c'est justement cette note ou bien cette mesure très importante. C'est quoi? La règle d'or dans la prescription des corticoïdes est de ne jamais, jamais, jamais prescrire un corticoïde dans un œil rouge sans diagnostic précis. Pourquoi? Parce que s'il s'agit éventuellement d'une kératite herpétique, c'est une contre-indication absolue à l'utilisation des corticoïdes. Ça, c'est d'une part. Donc, on risque d'aggraver l'atteinte. Au lieu d'avoir une kératite dendritique qui va cicatriser rapidement par un traitement adapté, on va conduire à une kératite dite géographique, donc une perte diffuse de la substance cornéenne, des ulcérations diffuses, des complications, des absédations, voire même des perforations oculaires. Donc, c'est très grave lorsqu'il s'agit d'une kératite dendritique. Et de deux, pour éviter l'automédication,
on ne donne pas. Et lorsque je prescris le corticoïde, je dois expliquer au patient qu'il n'a pas le droit de renouveler, la prise de corticoïde, sauf avis de son ophtalmologue. D'accord? Parce que sinon, c'est l'automédication, c'est les cataractes et le glaucome cortisonique. Donc là, c'était une parenthèse pour dire ne jamais prendre de corticoïdes sans avis spécialisé. Les indications, sinon, le problème, c'est que les corticoïdes sont une arme de référence en ophtalmologie. Sont utilisés en post-opératoire pour gérer l'inflammation post-opératoire, dans les uveites, donc c'est le traitement de référence. Bon, pour les conjonctivites allergiques, ce n'est pas n'importe quelle conjonctivite allergique. L'utilisation des antihistaminiques et des antidégranulants est généralement suffisante pour gérer les symptômes et traiter de façon efficace une conjonctivite allergique. Donc, pour avoir un recours aux corticoïdes, on doit avoir l'avis de l'ophtalmologiste, on doit avoir généralement une atteinte cornéenne, donc risque pour la cornée. C'est généralement la kératite allergique qui justifie l'utilisation des corticoïdes. La conjonctivite allergique simple ne justifie pas la prescription des corticoïdes. Deuxième famille des anti-inflammatoires, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a l'indocolire. L'indocolire ou bien actuellement le diclocède. C'est une nouvelle molécule d'anti-inflammatoire non stéroïdien disponible également et commercialisée. Une autre famille, on peut avoir des associations de corticoïdes et d'antibiotiques. Il faut savoir que la plupart des corticoïdes commercialisés sur le marché sont en fait des associations corticoïdes antibiotiques, notamment le chibrocadran et le maxidrol. Le maxidrol a fait vraiment des dégâts. Pourquoi? Parce que c'est un corticoïde très fort, en vente libre. Il coûte 100 dinars ou bien 150 dinars. Et donc, on a assisté à des automédications vraiment, on a eu des glaucomes et des cataractes cortisoniques chez des sujets jeunes et c'était vraiment la catastrophe. Hein. Donc, ne jamais prendre, à la rigueur, pour l'automédication, vous pouvez prendre de l'arme artificielle, un antihistaminique, un antidégranulant. Mais pour prendre un antiviral, un antibiotique ou bien surtout un corticoïde, c'est très grave. L'automédication par des corticoïdes. Et le Covid-19, je n'ai pas compris votre question concernant le Covid-19. Pour une conjonctivite provoquée par l'eau de Javel, qu'est-ce qu'on donne? La conjonctivite provoquée, c'est une brûlure, ce n'est pas une conjonctivite. Là, c'est une brûlure conjonctivale par acide. D'accord? Et donc, ça dépend. Là, c'est autre chose, c'est un chapitre à part. C'est le chapitre des brûlures oculaires. C'est le lavage selon le protocole, tout un protocole. Si c'est une brûlure grave, c'est un lavage pendant 1 heure de temps. On peut utiliser des antidotes pour neutraliser le pH. Par exemple, si c'est un acide, on utilise une base. Si c'est une base, on utilise un acide. Mais c'est surtout le lavage. Puis, on fait le bilan des lésions. S'il s'agit d'une brûlure grave, c'est les corticoïdes, voire même la prise en charge en milieu hospitalier. Je ne peux pas détailler. C'est tout un protocole pour la prise en charge des brûlures. Mais on ne parle pas d'une conjonctivite par l'eau de Javel. Non, c'est une brûlure par acide ou par base. D'accord? Non. On n'utilise pas les antiviraux pour les conjonctivites dues au Covid-19. Il faut savoir que la conjonctivite liée au coronavirus généralement, c'est une manifestation rare du coronavirus, bien que les premières atteintes en Chine ont été diagnostiquées par des ophtalmologistes et que le premier médecin qui a constaté une épidémie de maladie virale englobant une symptomatologie pulmonaire associée à une conjonctivite, c'était un ophtalmologiste chinois très jeune et qui est décédé par la suite et qui a annoncé ça aux services et aux autorités, mais qui n'ont pas pris en charge, pris au sérieux les doléances de cet ophtalmologiste. Donc, la conjonctivite du coronavirus, elle est rare, généralement, mais on est amené à consulter des conjonctivites si le patient ne rapporte pas correctement la notion d'un syndrome grippal ou d'autres manifestations dues au Covid, on ne peut pas être sûr qu'il s'agit d'un Covid ou bien d'une Covid. Voilà. Donc, pour l'utilisation, on n'a pas pu diagnostiquer avec certitude, vu que les patients qui présentent le tableau de Covid n'ont pas été orientés pour une conjonctivite et que généralement, la prise en charge se fait au service des maladies infectieuses ou dans les unités Covid, on prescrit et généralement,
Selon les recommandations de la SFO, qui est la Société française d'ophtalmologie, il faut différer l'examen ophtalmologique chez tout patient présentant le tableau de Covid. Pourquoi? Vu la distance de l'examen. Donc, les ophtalmologistes sont comment dirais-je, ils sont plus à risque que les autres spécialistes vu la distance de l'examen et que le virus est contenu dans les larmes. Donc, devant toute conjonctivite, Covid ou pas Covid, c'est les antiseptiques, les antibiotiques, les mouillants, voire même les corticoïdes pour gérer l'inflammation. Je vous ai dit, dans les kératites allergiques, on peut donner des corticoïdes. On enchaîne maintenant. On passe maintenant aux antiglaucomateux, plusieurs familles. Les prostaglandines, le xalatan, exemple, hein, xalatan et travatan. Les prostaglandines sont utilisées toujours le soir parce que la durée d'action, le maximum d'action, c'est le soir, donc à 20 heures. Les bêta-bloquants, quelques exemples, timolol, cartéol, geltine, etc. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique ou bien les IAC, c'est le dorzolamide et le brenzolamide. Ça, c'est quelques exemples. Hein. Et les myotiques, exemple, la pilocarpine. Actuellement, il existe des formes à libération prolongée qui améliorent l'observance, c'est-à-dire, par exemple, exemple, le cartéol LP. La forme à libération prolongée va permettre de mettre le collyre une seule fois par jour, une goutte à 8 heures du matin, et donc ça permet une meilleure observance thérapeutique. Les midriatiques maintenant. La famille des midriatiques, on a deux types de midriatiques. Les parasympatholytiques qui vont juste inhiber le sphincter de la pupille. C'est le midriaticum qui est très largement utilisé. Donc, en ophtalmologie, on utilise largement le midriaticum chez le nouveau-né, chez les adultes. Il n'a pas de contre-indication. Donc, même chez la femme enceinte, on peut l'utiliser. Par contre, les sympathomimétiques, ils sont plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils stimulent le dilatateur de l'iris. Généralement, on les utilise lorsqu'on veut une dilatation maximale pour examiner la rétine périphérique, par exemple, ou lorsqu'on a des patients qui ont du mal à se dilater, notamment les diabétiques. Pourquoi? Parce que les diabétiques ont ce qu'on appelle la pupillopathie diabétique. Elle fait partie de la neuropathie diabétique. Et donc, le nerf est également touché par le diabète. Donc, il se dilate très mal. On est amené à utiliser la néosinéphrine qui est plus efficace. Elle est contre-indiquée chez les enfants âgés moins de 12 ans. L'utilisation des midriatiques, par exemple, à but diagnostique. Je dilate mon patient pour examiner le fond d'œil, pour faire une exploration du pôle postérieur ou bien du segment postérieur de l'œil. Quelques exemples d'exploration qui nécessitent une dilatation parce qu'il s'agit d'exploration du segment postérieur de l'œil, c'est l'OCT, la tomographie par cohérence optique, ça c'est pas très important. L'essentiel, l'OCT, l'angiographie et la skiascopie qui est une mesure objective de la réfraction chez les enfants. Normalement, vous l'avez déjà vu dans le cours de la réfraction. Le but thérapeutique maintenant, soit je dilate à but diagnostique pour examiner ou pour faire une exploration, soit je dilate à but thérapeutique pour prévenir et ou pour rompre les synéchies irido-cristalliniennes, notamment en post-opératoire et dans les uvéites antérieures. Contre-indication absolue à la dilatation, c'est la GFA. Patient vient pour un tableau d'œil rouge très douloureux, unilatéral, voire même avec des céphalées, des nausées, des vomissements, je suspecte une crise aiguë de fermeture de l'angle, contre-indication à l'instauration des midriatiques. Au contraire, on va mettre de la pilocarpine pour faire lever ce blocage pupillaire justement. Quels sont les effets indésirables de la dilatation? Si vous avez déjà fait un fond d'œil, principal effet indésirable, c'est la photophobie parce qu'il n'y a pas de réflexe photomoteur, donc il n'y a pas de myosis, donc on n'est pas protégé contre les UV et donc on est photophobe suite à cette dilatation. La paralysie de l'accommodation et donc la vision de près sera brouillée ou bien on aura une vision floue de près. Donc ce sont les deux effets secondaires. Heureusement que cet effet, il est généralement réversible après 2 à 3 heures de temps. Donc, après 2 à 3 heures, vous allez reprendre une vision normale et donc la photophobie va diminuer progressivement jusqu'à vraiment reprendre une vision normale. Maintenant, on passe à la famille des cicatrisants. Une seule molécule disponible, c'est la vitamine A en collyre. Ailleurs, on a la vitamine A en collyre et en pommade. L'indication, toute perte de substance, ulcère, érosion cornéenne, etc., on va indiquer ou bien on va prescrire à notre patient de la vitamine A. Une autre famille thérapeutique, c'est les larmes artificielles. Les larmes artificielles sont une arme thérapeutique de référence. Il ne faut pas négliger cette famille thérapeutique qui est très efficace et très importante pour soulager le patient.
elle est largement indiquée pour les syndromes secs, dans les conjonctivites allergiques. Justement, dans les conjonctivites allergiques, on associe au traitement d'allergie des mouillants. Pourquoi? Pour diluer les allergènes, diluer la charge des allergènes et donc diminuer la réaction et la cascade allergique. Les syndromes secs, les patients qui sont sous collyre au long cours, notamment les glaucomateux, donc parce qu'il y a une toxicité sur la surface oculaire due à cette instauration chronique de médicaments. Donc, généralement, on associe des collyres, des larmes artificielles. Il faut savoir qu'elle existe en monodose. Les syndromes secs et les indications, préférez les produits sans conservateur, exemple le fluide à bac. Maintenant, les produits de diagnostic. On a un collyre, bon, c'est une préparation qu'on peut utiliser sous forme collyre ou sous forme injectable, appelée la fluorocéine. La fluorocéine peut être utilisée par voie topique pour le diagnostic des kératites, des ulcères cornéens et des plaies cornéennes. Recherchez le signe du Seidel. Normalement, vous l'avez déjà vu dans le cours de l'œil rouge. Deuxièmement, pour la prise du tonus oculaire, je mets une goutte de fluorocéine. J'examine mon patient au filtre bleu. Généralement, lorsque le test est négatif, il n'y a pas de coloration, tout l'épithélium est intègre. Si une partie de l'épithélium fixe la fluorocéine et apparaît vert, le test est dit positif. Donc, c'est une kératite, un ulcère, voire même une plaie. Aussi, pour mesurer le tonus oculaire, on met une goutte de fluorocéine et on utilise le filtre bleu. Par voie intraveineuse, on va injecter la fluorocéine pour effectuer l'angiographie rétinienne. Pourquoi? L'angiographie rétinienne, c'est une méthode qui va explorer, c'est un examen qui va explorer l'arbre vasculaire rétinien. En injectant par voie intraveineuse cette molécule, ou bien qui est la fluorocéine, c'est une molécule fluorescente. Elle va colorer l'arbre vasculaire. Et donc, on va prendre des photographies du fond d'œil pour déceler l'anormal de la pathologie. Dans les glaucomes aussi. Oui, pour diminuer les risques toxiques. Oui, très bien, d'accord. Donc, les collets renforcés ou bien fortifiés. Bon, les collets renforcés ou fortifiés, ce sont des collyres fabriqués par les pharmacies hospitalières que nous-mêmes, les ophtalmologistes, fabriquons en milieu hospitalier, à partir des antibiotiques utilisés ou bien destinés à l'usage systémique sur prescription nominative. Je fais l'admission de mon patient en milieu hospitalier. Il y a des protocoles établis, des concentrations, l'utilisation, tel dosage de principe actif, telle dilution, je prends telle quantité, je dilue, je mets. Donc, il y a tout un protocole pour préparer ces collyres fortifiés. Les avantages, c'est qu'elles permettent d'obtenir des fortes concentrations cornéennes d'antibiotiques. Mais l'inconvénient majeur, c'est la toxicité locale non négligeable, donc très toxique, et la courte durée de conservation. Généralement, on renouvelle la préparation d'antibiotiques fortifiés chaque 48 heures. L'indication, justement, l'indication doit être justifiée. Le traitement des kératites bactériennes, je dis bien sévère. On a plusieurs antibiotiques, la ceftazidime pour son action sur les gram négatifs, l'amicacine pour les pseudomonas et la vancomycine pour son activité sur les germes gram positifs. Donc, à partir de ces trois molécules, on va préparer des collyres fortifiés. Les effets indésirables des traitements topiques. On peut avoir des troubles mineurs, par exemple les pigmentations, les brûlures, les rougeurs, qu'on peut avoir des effets toxiques sur la surface oculaire et c'est l'effet le plus gênant et le plus néfaste et le plus délétère sur la surface oculaire. Ces effets toxiques peuvent être liés au principe actif lui-même ou bien le plus souvent au conservateur qui est le benzalkonium. On peut avoir une destruction avec une fibrose de la conjonctive, des kératites ponctuées superficielles. On peut avoir même un ulcère cornéen suite à la toxicité des collyres. On peut avoir aussi à la longue une occlusion des points lacrymaux. Donc, les effets sont toxiques et néfastes et délétères sur la surface oculaire. Maintenant, quels sont les effets systémiques des collyres? Il faut savoir que 80% du principe actif d'un collyre passe dans la circulation générale par voie lacrymonasale. Et donc, il en résulte une biodisponibilité systémique relativement importante après l'utilisation d'un collyre. Cette notion est méconnue par la plupart des collègues et des confrères. Il faut savoir que 80% de la prescription passe dans la circulation systémique.
Par exemple, pour les bêta-bloquants, on peut avoir les mêmes effets secondaires que les bêta-bloquants que ceux des bêta-bloquants utilisés par voie générale, notamment la bradycardie, les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et les bronchospasmes. Donc, elles obéissent aux mêmes contre-indications que celles des bêta-bloquants utilisés par voie générale. Les collyres sympathomimétiques, tels que la néosinéphrie, on peut avoir des accidents cardiovasculaires et des HTA sévères. Donc, on doit utiliser la néosinéphrine avec précaution chez les patients à risque cardiovasculaire. Les antibiotiques locaux, le plus souvent, sont bien supportés en dehors de quelques problèmes allergiques et de problèmes hématologiques avec le chloranthinicol. Les antiviraux, généralement, ils sont bien tolérés par voie générale. Les corticoïdes, généralement, sont aussi bien tolérés par voie générale. C'est le même effet que par voie générale. D'accord? Si votre patient, cependant, présente une contre-indication aux corticoïdes par voie générale, ce sera la même chose. Mais le plus souvent, on a des soucis, surtout avec les bêta-bloquants. Et aussi la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, c'est les antibiotiques chez la femme enceinte. Ça, c'est les deux éléments qu'on doit gérer avec précaution. Maintenant, pour les médicaments oraux ou intraveineux. Donc, c'est bon, 80% des prescriptions, c'est la voie topique, 90% plutôt. 10% des prescriptions ophtalmologiques sont effectuées par voie orale ou par voie intraveineuse. Pour agir au niveau oculaire, un principe actif doit traverser la barrière hémato-oculaire. Ça, c'est la règle d'or et c'est la règle de base. Lorsque je prescris un médicament par voie générale, je dois être sûr que mon médicament est capable de franchir cette barrière hémato-oculaire. Et cette notion doit être respectée, surtout dans la prescription des antibiotiques par voie générale, parce que ce n'est pas tous les antibiotiques qui vont traverser la barrière hémato-oculaire. Ça, c'est la parenthèse. Par exemple, le Diamox. Le Diamox est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Il est utilisé par voie intraveineuse pour le traitement de la crise aiguë de fermeture de l'angle, puis le relais par voie orale. Éviter un traitement au long cours car risque d'hypovolémie, ça c'est sûr. Le mannitol aussi à 20% est utilisé par voie intraveineuse pour le traitement de la crise aiguë de fermeture de l'angle également. Les antibiotiques par voie intraveineuse. Toute plaie, donc toute atteinte, toute perforation du globe, toute plaie du globe oculaire. Bon, il y a une règle qui dit que toute perforation du globe est accompagnée d'un corps étranger intraoculaire, sauf preuve du contraire, donc jusqu'à preuve du contraire. Donc, toute plaie, notamment si on suspecte un corps étranger intraoculaire, doit justifier l'utilisation d'antibiotiques par voie générale. De même que pour les endophthalmies, on doit associer systématiquement, de même que pour certains abcès cornéens, s'il y a des critères de gravité. Quels sont les critères de gravité d'un abcès cornéen qui justifient l'utilisation d'un antibiotique par voie générale? Ce sont les monophthales, les patients diabétiques et les enfants, par exemple. Et lorsque l'abcès est central, un abcès central risque de retentir de façon grave sur la fonction visuelle. Donc, c'est surtout les monophthales, les enfants, un abcès central et les diabétiques. Retenir que les quinolones